C'est bon, j'attaque? Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais vous parler d'un article de Jacob Bedrosian de l'Université du Maryland et de Nader Masmoudi, qui est au Courant à New York. Et le titre de l'article est un peu obscur et je vais essayer de le clarifier au cours de l'exposé. C'est « Amortissement non visqueux et stabilité asymptotique de profil de cisaillement dans les équations d'Euler bidimensionnelles ». Alors, de quoi s'agit-il? C'est un article qui rentre dans une problématique générale qui est l'existence de phénomènes d'amortissement ou de retour à l'équilibre dans des EDP conservatives. Donc, c'est une problématique qui apparaît par exemple en physique des plasmas, dans le cadre de ce qu'on appelle l'équation de Vlasov. C'est ce qu'on appelle l'amortissement Landau, j'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est une problématique qui intervient aussi en mécanique des fluides, dans le cadre du modèle conservatif le plus célèbre de la mécanique des fluides, à savoir les équations d'Euler. Donc je vais commencer par là. Je vais commencer par quelques rappels sur les équations d'Euler, avec d'abord un petit rappel historique. Donc les équations d'Euler sont dues à Léonard Euler, et on les trouve dans un traité qui s'appelle « Principes généraux du mouvement des fluides » que Euler avait présenté devant l'Académie des sciences de Berlin en 1755. Donc c'est de vieilles équations, hein. C'est à ma connaissance les plus vieilles équations aux dérivées partielles de la physique non linéaire, et elles sont presque contemporaines de la notion même de dérivée partielle qui avait été introduite par d'Alembert quelques années avant. Donc de très respectables équations. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est un modèle mathématique pour le mouvement des fluides. Et en langage moderne, c'est ce qu'on appelle un modèle macroscopique, par opposition à microscopique. Donc on ne voit pas le fluide comme un ensemble discret de molécules, on le voit de plus loin comme un continuum. Et chaque point du continuum, on appelle ça une particule fluide. Donc c'est repéré par une variable de temps, t, et une variable d'espace, x. Et là, vous voyez, j'ai noté oméga, le domaine global d'évolution du fluide. Donc évidemment, le cas standard, c'est oméga ouvert de R3. Hein. On décrit des écoulements de notre monde tridimensionnel. Ceci dit, il y a toute une classe d'écoulements qui ont une direction d'invariance, ou presque. Donc on peut négliger cette direction, et pour ces écoulements, on aura d égale 2. Alors évidemment, l'enjeu, c'est de décrire la dynamique du continuum. Et il y a deux points de vue possibles. Il y a un premier point de vue qu'on appelle le point de vue lagrangien, c'est via un flot. Okay, donc le flot, on le note x, plus précisément, x de ty, ça va être la position au temps t de ma particule fluide issue de y. Okay, on suit la trajectoire de ces points du continuum, de ces particules fluides. Mais il y a un autre point de vue, qui est le point de vue justement eulérien, où on ne décrit pas les choses via le flot, on les décrit via le champ de vecteurs associé au flot, qui va être le champ de vitesse du fluide. On le note souvent U, donc il dépend du temps et du point où on se situe. Et évidemment, il est relié au flot par x point égale U de Tx. Okay. Donc dans la vision eulérienne, on ne bouge pas, on ne suit pas les trajectoires, on se met en un point du fluide et on regarde la vitesse des particules qui passent en ce point. Okay, c'est deux descriptions possibles. Mais bon, évidemment, après, il faut écrire les équations de la dynamique, hein, que ce soit avec un point de vue ou avec l'autre. Donc là, il y a un petit travail de modélisation. Et en fait, il y a plusieurs sous-classes parmi ce qu'on appelle les équations d'Euler, selon qu'on considère des fluides compressibles ou incompressibles, à densité variable ou à densité constante. Donc moi, là, je vais me situer dans le cas historique, le plus simple. Les équations que je vais vous présenter, elles modélisent des fluides qui obéissent essentiellement à deux hypothèses. Alors, première hypothèse, on néglige les variations de densité du fluide. On va supposer que le fluide a une densité constante et on la normalise à 1. Alors, comme la densité est constante, il y a un principe de conservation de la masse. Donc, si la densité est constante, c'est-à-dire que les volumes sont préservés au cours de l'évolution. Il y a des déformations, mais les volumes ne changent pas. Hein, le flot préserve les volumes. Donc, on est en train de décrire ce qu'on appelle un fluide incompressible. Et concrètement, hein, ça veut dire que le jacobien du flot vaut 1. D'accord ? Et évidemment, ce que vous exprimez sur le flot, vous pouvez aussi l'exprimer sur le champ de vitesse. Hein, c'est le théorème de Liouville pour les équadifs, qui va vous dire que le jacobien vaut 1, ou c'est incompressible, si et seulement si le champ de vitesse U est à divergence nulle. Okay, donc je vous rappelle, hein, la divergence de U, c'est
dérivée partielle par rapport à la première coordonnée appliquée à U1 plus D2 U2 plus D rond D UD. D'accord ? Ce que je note nabla, hein, c'est le vecteur des dérivées partielles en espace. Donc ça vous donne une première équation hein, qui traduit l'incompressibilité du fluide. Et alors, deuxième équation, elle va venir d'une deuxième hypothèse. Hein. L'hypothèse, on peut la traduire comme ça, on néglige tous les mécanismes dissipatifs à l'intérieur du fluide. Vous savez qu'il y a des mécanismes dégagement de chaleur, friction visqueuse, on va négliger tout ça. Donc en particulier, la dynamique va être décrite par des forces conservatives. Hein, donc l'accélération de ma particule fluide, x point point, ça va être donné par un champ potentiel, une force conservative. Okay. Et justement, en fait, le potentiel au signe près, c'est ce qu'on appelle la pression du fluide. Donc là, j'ai exprimé les choses à nouveau avec le flow x. Bon, bah, vous pouvez les exprimer avec u. Hein, vous revenez à x point égale u de x, vous dérivez en temps, et puis vous trouvez, donc dérivée des fonctions composées, vous trouvez que cette équation peut aussi s'exprimer comme ceci. Donc vous avez la dérivée en temps du champ de vitesse. Donc souvenez-vous que le champ de vitesse, hein, c'est un champ de vecteur qui va aller de RD dans RD. Donc vous avez la dérivée en temps plus l'opérateur U scalaire gradient, qui est celui-ci, hein, U1D1 plus U2D2, appliqué à nouveau au champ U, plus gradient P égale 0. Hein. Donc in fine, je vais les marquer au tableau. Les équations de l'air, c'est ces deux équations aux dérivées partielles là. Donc vous avez une équation type conservation de la quantité de mouvement, ou principe fondamental de la dynamique, si vous voulez. Et puis vous avez une deuxième équation de contrainte qui dit qu'on est en train de regarder des fluides incompressibles. Okay. Alors, deux petites remarques sur ces équations de l'air. Alors évidemment, pour décrire la dynamique, il faut les compléter par des conditions aux limites. Donc ce dont on a besoin, c'est une donnée initiale. Donc il faut prescrire le champ de vitesse U à l'instant initial. Et puis il faut une condition au bord du domaine du fluide. Donc le truc naturel, hein, c'est si vous avez une paroi imperméable, c'est dire que rien ne rentre, rien ne sort. Donc la composante normale du champ de vitesse va être nulle. Bon, sauf que pour l'analyse mathématique, c'est souvent agréable de négliger les bords et donc de prendre oméga égale RD. Puis une fois que vous avez pris oméga égale RD, en fait, vous avez deux sous-choix. Soit vous voulez garder une espèce d'hypothèse de confinement, donc vous allez mettre des conditions de périodicité, ce qui fait qu'à la fin, vous allez travailler avec une variable dans le tore. Soit vous considérez vraiment RD avec des conditions de décroissance à l'infini, typiquement sur le champ. Okay. Alors, deuxième remarque, hein, comme vous le voyez, il y a deux équations. Et ça tombe bien parce qu'il y a deux inconnus hein, qui sont U, le champ de vitesse, et P, la pression. Okay. Ceci dit, la pression est un peu une inconnue auxiliaire. En fait, ce qui intéresse vraiment les gens, c'est le champ de vitesse au cours du temps. Et en fait, il y a une manière un peu d'évacuer la pression du système. Donc ça, c'est un point important. On peut l'évacuer des équations de l'air par introduction d'une quantité qui est très importante en mécanique des fluides, qu'on appelle la vorticité. Donc vorticité, c'est un anglicisme, hein, ça vient de vortex, tourbillon. Donc c'est quoi la vorticité? C'est le rotationnel du champ de vitesse. Okay, donc ça a trois composantes en dimension 3. Et pour un écoulement plan, l'axe de rotation il est fixé, il est perpendiculaire au plan. Donc finalement, la rotation elle est indiquée par un scalaire. Okay, donc faites attention, en dimension 3, c'est un vecteur de R3. En dimension 2, c'est un scalaire, c'est D1 U2 moins D2 U1. Donc localement, hein, ça vous dit comment tournent les particules fluides. Et donc ça, c'est une quantité qui est intéressante pour justement évacuer la pression. Hein. On le voit sur la première équation qui est ici. Si vous appliquez le rotationnel justement à cette équation, bah, le terme de pression disparaît parce que le rotationnel d'un gradient, ça fait 0. Donc finalement, vous allez obtenir une équation d'évolution sur oméga, hein, le rotationnel, la vorticité, qui ne contiendra pas la pression. Donc là, il faut faire des petits calculs pour voir ce qu'on trouve. Et ça dépend de la dimension, en fait, ce qu'on trouve. Donc,
U scalaire gradient, vous vous souvenez, c'est un opérateur scalaire, hein, ça agit composante par composante. En dimension 3, on trouve l'équation dt oméga plus U scalaire gradient oméga moins oméga scalaire gradient U égale 0. Et en dimension 2, ça va nous intéresser dans la suite, l'équation, la formulation avec la vorticité, elle est très simple, c'est ce qu'on appelle une équation de transport, hein, je vais y revenir. Donc c'est dt oméga plus U scalaire gradient oméga égale 0. Okay. Donc formulation très simple. Et c'est une formulation qui suffit à elle-même au sens où le champ U peut être reconstruit à partir de oméga. Donc vous pouvez voir cette équation comme une équation sur oméga tout seul. Alors comment on fait ça concrètement? Donc regardez, j'ai fait ça dans le plan. Première chose, vous dites, mais le champ U il est à divergence nulle. Donc l'm de point carré, je l'écris comme un gradient tourné d'une fonction psi qu'on appelle la fonction de courant. Donc les isovaleurs de psi, enfin, le champ U est tangent aux isovaleurs de psi. Donc ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, vous pouvez ensuite appliquer le rotationnel. Donc le rotationnel de U, c'est oméga, hein, par définition. Et le rotationnel d'un gradient tourné, on est en 2 dimensions, ça fait un Laplacien. Okay, donc ce que vous trouvez sur la fonction de courant, c'est une équation de Poisson, Laplacien de psi égale oméga. Si le terme source oméga est suffisamment régulier, suffisamment décroissant, vous pouvez inverser le Laplacien, reprendre le gradient tourné. Et puis vous avez une relation linéaire entre U et oméga qu'on appelle la loi de Biot-Savart, comme en électromagnétisme. Donc c'est donné dans R2 par une intégrale comme ça, qui correspond à une convolution. Okay. Donc ça, c'est en fait la formulation qu'on va revoir dans la suite. Formulation vorticité, donc ça c'était un Euler tout simple. Formulation vitesse, et puis en formulation vorticité, je le mets pour mémoire, il y a une équation de transport. Et vous récupérez U par la loi de Biot-Savart, donc vous appliquez un gradient tourné au Laplacien inverse de oméga. Okay. Donc ça, c'est la vision vorticité. Bon. Ah oui, dernière remarque, donc un peu par construction, c'est un modèle conservatif. L'énergie cinétique est préservée au cours du temps. Okay, ça, vous pouvez le vérifier. Donc en particulier, la dissipation visqueuse est négligée, ça je l'avais dit. Évidemment, c'est une idéalisation, hein. Vous pouvez, c'est mieux, si vous voulez aller vers des choses plus réalistes, c'est mieux de la prendre en compte. Et donc à ce moment-là, vous passez de l'équation d'Euler à l'équation de Navier-Stokes, où vous rajoutez un terme de diffusion visqueuse type chaleur. Okay. Bon, donc là, je vous ai mis Navier et Stokes. En fait, les équations de Navier-Stokes, il y a plusieurs contributeurs. Hein. Ça a commencé par Navier, après il y a eu Saint-Venant, après il y a eu Cauchy, après il y a eu Stokes, avec un degré de rigueur qui s'améliorait au fur et à mesure des itérations. OK, mais nous, on va rester sur Euler. Donc, je voudrais arriver à un problème un petit peu plus concret, qui est le problème de stabilité des écoulements. Donc, vous savez, ces équations dynamiques. Et bon, on observe des régimes transitoires et puis après des régimes permanents. Et on veut, en fait, ce qui intéresse les gens, c'est plutôt les régimes permanents. Donc, on aimerait savoir quels écoulements sont effectivement observables en régime permanent. C'est un problème évidemment de stabilité très large. Et je voudrais faire juste une petite remarque sur un type d'écoulement, hein, qui sont les écoulements océaniques ou atmosphériques. Donc des écoulements très grande échelle. Bon, je ne suis pas du tout un spécialiste. La dynamique, elle peut être très très compliquée. Hein. On a tous entendu parler des battements d'ailes de papillons, d'effets chaotiques, turbulents, etc. Ceci dit, il y a quand même dans ces écoulements, formation, puis après persistance sur des durées assez significatives de structures de grande échelle. Alors, ces structures grande échelle, ça peut prendre la forme de courant un peu jet, ça peut prendre la forme de tourbillons cycloniques, ou alors comme sur cette photo, ça peut prendre la forme de tourbillons anticycloniques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de photo. Donc ça, c'est une vraie photo, hein, ça a été pris par la navette Voyager, je crois, à la fin des années 70. Et c'est l'atmosphère de Jupiter. C'est l'atmosphère jovienne. Et dans cette atmosphère jovienne, vous distinguez une grosse tache rouge, hein, qu'on appelle justement la grande tache rouge de Jupiter. Et donc, c'est un énorme écoulement tourbillonnaire, dont l'envergure, c'est plusieurs fois le diamètre terrestre. Et elle est remarquablement stable au sens où on l'observe depuis 400 ans. Donc, le premier à l'avoir observé, si je me souviens bien, c'est Cassini.
Et bon, alors elle se réduit un peu ces derniers temps, mais donc il y a quand même une certaine forme de stabilité. Et on reproduit en fait la formation de ces structures par des simulations numériques. Donc on aimerait un peu comprendre finalement comment la dynamique du fluide peut relaxer vers ce genre de structure. Et bon, alors quel est le lien avec Euler? Quand on regarde quelques articles sur le sujet, on voit apparaître un modèle mathématique dans les articles qui s'appelle l'équation géostrophique. Et en fait, c'est une variante d'Euler bidimensionnelle. Alors, pourquoi Euler bidimensionnelle dans ce contexte? Bon, alors déjà parce que la viscosité moléculaire ne joue pas de rôle, donc le système d'Euler fait sens. Et puis le côté 2D, là c'est très lié aux écoulements océaniques ou atmosphériques. En fait, dans ce genre d'écoulement, la rotation de la planète est très importante. Vous avez un effet, si vous vous placez dans le référentiel attaché à la planète, vous avez une force de Coriolis qui s'équilibre avec le gradient de pression, donc on voit ça au niveau des équations, et si vous voulez, ça a tendance à bidimensionnaliser l'écoulement. Vous voyez la météo tous les soirs, vous voyez c'est une grosse masse tourbillonnaire, tout se fait essentiellement dans un plan. Donc voilà le côté 2D. Okay. Tout ça pour amener, peut-être de manière pas trop malhonnête, le fait qu'il peut être intéressant de s'intéresser, de regarder l'équation d'Euler 2D. Et question préliminaire, est-ce qu'on peut montrer des relaxations vers des équilibres dans Euler 2D? Est-ce qu'on peut voir apparaître des structures comme ça dans Euler 2D? Alors c'est là que j'arrive en fait au papier de Bedrosian et Masmoudi. Bon, c'est un sous-problème très simple, plus simple en tout cas. Donc c'est là que j'arrive à ce qu'on appelle le phénomène d'amortissement non visqueux. Donc dans la littérature anglophone, c'est inviscid damping. Okay. Et donc je vais expliquer ce phénomène dans le cadre d'un écoulement un peu d'école qui s'appelle l'écoulement de Couette, Maurice Couette, fin du 19e. L'écoulement de Couette, qu'on peut créer expérimentalement, c'est un écoulement très simple dont le profil, vous voyez, il est là, profil des vitesses horizontales, et la composante horizontale varie linéairement avec la hauteur. Donc, comment vous créez ça? Vous mettez un fluide entre deux plans, entre deux plaques, vous faites bouger la plaque du haut à vitesse constante, vous allez créer un profil comme ça. Et ce à quoi on s'intéresse, c'est la stabilité de cet écoulement. Puis un petit peu plus précisément, on aimerait connaître le comportement asymptotique des perturbations. Et alors pour faire ça, je vais reprendre la formulation de tout à l'heure avec la vorticité, le rotationnel de U. Sauf que je vais considérer cette équation décalée, c'est-à-dire je vais regarder les perturbations de l'écoulement de Couette. Donc je regarde U, c'est la perturbation en vitesse du profil Couette, et oméga, c'est la perturbation de la vorticité. Okay. Puis vous pouvez calculer D1U2 moins D2U1, ou DXV moins DYQ, ça fait moins 1. Okay. Donc vous écrivez ça, vous écrivez le système d'Euler décalé comme ça, où vous regardez les perturbations. Donc vous arrivez sur l'équation, bon, je l'ai noté C comme Couette. Donc la perturbation en vorticité vérifie une équation analogue et vous avez isolé le transport par l'écoulement principal. Okay. C'est ce terme YdX. Puis la perturbation en vitesse et la perturbation en vorticité sont toujours liées par la loi de Biot et Savart. Ah oui, et deuxième chose très importante, donc comme je vous le disais, on aime bien négliger les bords parfois, et là on va le faire. Et en fait, plus précisément, on va garder une espèce d'hypothèse de confinement en X et on va prendre Y dans R. Alors ça a une importance, j'y reviendrai. Donc ça, c'est un choix important. Qui n'est pas innocent. Oui, alors, il y a quelque chose que j'ai fait passer sous le tapis au début. Je vous ai présenté les équations d'Euler et je ne vous ai pas dit si on pouvait construire des solutions à cette équation. Est-ce qu'on peut résoudre cette équation? C'est un problème, en fait, ce n'est pas le problème central de l'exposé, c'est pour ça que
je ne l'ai pas présenté, mais effectivement, c'est une première question naturelle. Est-ce que pour une certaine donnée initiale, je vais pouvoir construire une solution, au moins localement en temps, avec un théorème style Cauchy-Lipschitz, voire globalement en temps. Okay. Donc ça, c'est une question évidemment importante, difficile. Je vais me contenter de la remarquer au-dessus. Donc, comme on est dans un cadre bidimensionnel, donc Euler, ça se passe très bien, ou mieux, en 2 dimensions. Finalement, en dimension 3, on a un seul résultat essentiellement, qui est un résultat de style Cauchy-Lipschitz. Pour une donnée initiale régulière, sur un petit temps, je peux construire une unique solution régulière. Et en dimension 2, en particulier du fait que l'équation sur la vorticité est plus simple, on peut aller beaucoup plus loin. On a des théorèmes de style Cauchy-Lipschitz, sauf que là, cette fois, c'est global en temps. Et puis après, on peut s'amuser à baisser la régularité. Donc on a des théorèmes du style Cauchy-Peano, si on veut faire toujours le parallèle avec les équadifs, où on a des existences de solutions faibles sans unicité, a priori. Et puis après, il y a des intermédiaires. Okay, donc c'est beaucoup plus large, la théorie en 2D. Nous, on va regarder des données régulières, suffisamment décroissantes, et dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème, on a existence globale. Donc les perturbations sont définies à tout temps. Et nous, ce qu'on veut regarder, c'est la stabilité. Donc ça, c'est une vieille question, la question de la stabilité. Ça a été regardé à partir de la fin du 19e siècle. Il y a un papier de Rayleigh de 1880 et il y a un papier important de Orr en 1907. Il y a un effet un peu... Donc ces 2 papiers, c'est des papiers sur la stabilité linéaire. Okay, donc on va considérer des petites perturbations. Et donc on se dit que le terme quadratique, il est petit au carré, c'est négligeable devant petit. Hein. On linéarise, quoi. Donc ce sont des papiers en fait, qui portent sur l'équation beaucoup plus simple dt oméga plus y dx oméga égale 0. Okay, la perturbation en vitesse a disparu. Ça, c'est l'équation de transport, transport libre, on dit parfois. Okay. Donc, vous avez cette équation, et elle est très simple. Vous avez une solution explicite. Okay. Donc, oméga de txy, c'est le profil initial, oméga 0, pris en x moins ty, y. Donc, vous comprenez en fait, sur cette formule, pourquoi ça s'appelle, ce que je dois... Donc, vous comprenez sur cette formule que ça s'appelle équation de transport. Hein. Vous voyez qu'à y fixé, ce qui se passe, c'est que le profil en x de la vorticité est transporté à la vitesse y. Donc, si y est positif, vous avez un transport vers la droite. Si y est négatif, vous avez un transport vers la gauche. Donc, la vitesse dépend de l'altitude, c'est l'altitude. Okay. Ça, c'est un premier point, phénomène de transport. Vous pouvez regarder aussi la solution en fréquence. Donc, je prends la transformée de Fourier à la fois en x et en y. Donc, souvenez-vous, en x, on est périodique. Hein, donc, c'est les séries de Fourier. Donc, la variable duale, c'est dans z. Et la variable duale de y, je la note eta, elle est dans R. Okay. Et donc, c'est propriété de base de la transformée de Fourier. Vous prenez la transformée de Fourier de cette identité, vous retrouvez un transport. Plus précisément, vous voyez que, alors, pour le mode de Fourier en x, k égale 0, pour la moyenne en x, il n'y a rien qui se passe, ça ne bouge pas. En revanche, dès que le mode de Fourier en x, k devient différent de 0, vous avez un transport à nouveau. Donc, il y a en particulier donc, les fréquences eta, donc c'est les fréquences en y, elles sont transportées. Et donc, quand t va être très 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 grand, plus t est grand, plus le support en fréquence en y va vers, bon, ça dépend du signe de k, mais en tout cas va vers l'infini. Donc on va de plus en plus vers les hautes fréquences et il y a de plus en plus d'oscillations, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, vous pouvez le voir sur le petit dessin qui est là, hein, que j'ai tiré d'un article de Christian Zillinger. Donc, ça devient un peu gênant cet effet stroboscopique. Bon, j'espère que vous en souffrez pas trop. Donc on part d'un profil initial qui est la fonction caractéristique d'un carré. Okay. Et donc on l'a fait évoluer par le transport libre. Donc vous voyez qu'il va y avoir un transport en x, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui varie selon la hauteur. Donc le truc commence à se déformer. Et puis ça continue à évoluer. Et vous voyez là les oscillations en y dont je parlais. Okay.
donc les composantes, donc les modes de Fourier K différents de 0 se mettent à osciller de plus en plus en Y. Okay. Donc au niveau de la convergence faible, ça, asymptotiquement, quand t tend vers l'infini, ben, les modes de Fourier non nuls tendent vers 0. Okay. Donc c'est ce que vous retrouvez ici. La vorticité asymptotiquement en temps va converger faiblement dans L2 vers un profil qui est simplement la moyenne en X. Hein, on a dit que la moyenne en X restait. Alors, quelle est la conséquence de cette convergence faible en vorticité sur la vitesse? Donc là, il faut revenir à la loi de Biot et Savart. On revient à la loi de Biot et Savart. Vous voyez cette relation. Quand on inverse le Laplacien, on gagne en gros 2 dérivées. Okay. Puis on reprend un gradient, on en perd une, donc au total, on en a gagné une. Okay. Donc on fait comme une primitivation. Donc on passe d'une convergence faible à une convergence forte. Je pense pas que ça vienne de mon ordinateur, il est tout neuf. Ça, c'est pas une preuve. C'est vrai. C'est pas très pour une consistance. Je vais redémarrer. Ils sont plus du tout connus. Je viens de passer par derrière, ça vient de... Il faut relancer l'ordi, c'est ça? Allez, on essaye comme ça. OK. Donc, on avait donc ce phénomène d'oscillation à la fois sur l'écran et dans la solution. Hein. Il y avait une convergence faible donc, vers la moyenne en X au niveau de la vorticité. Et au niveau vitesse, ça se transforme en une convergence forte. Donc, on a convergence de la vitesse vers un U infini. Donc, on a vraiment un comportement asymptotique clair, qui est une convergence donc à nouveau vers la moyenne en X de la donnée initiale. Et en fait, en intégrant en X la condition de divergence nulle, vous vous rendez compte que cette moyenne en X, c'est un champ horizontal à nouveau. C'est un truc de la forme grand U de Y0. En physique, c'est ce qu'on appelle en mécafluide, c'est ce qu'on appelle un profil de cisaillement. Donc c'est un champ 2D, et comme le champ de Couette tout à l'heure, c'est un équilibre de l'aire 2D. Hein. Toutes les fonctions de cette forme-là, tous les champs de cette forme-là, ce sont des solutions stationnaires de l'aire 2D. Okay. Donc vous voyez hein, qu'on est parti d'une perturbation du flot de Couette, et asymptotiquement en temps, la vitesse converge vers un équilibre qui est un profil de cisaillement. Donc ça, c'est typiquement un genre de phénomène de relaxation qui n'était pas forcément évident a priori, hein, phénomène d'amortissement, retour vers un équilibre. C'est ça qu'on appelle l'amortissement non visqueux. Donc quand on fait le bilan, ah oui, donc là j'ai dit qu'il y avait convergence forte, on peut même la quantifier un peu cette convergence en regardant la loi de Biot et Savart en Fourier. Donc là je suis passé en Fourier, okay, je regarde la loi de Biot et Savart. Alors pourquoi ça vous donne le comportement asymptotique en temps? Donc pensez à une donnée très régulière. Donc en Fourier, le support est très localisé. Okay, donc essentiellement, c'est quand cet argument-là va valoir 0
que ça se passe. Donc il faut que eta soit de l'ordre de moins kt. Et ici, pour la composante horizontale, vous avez du eta sur eta carré, vous avez du 1 sur eta, donc ça va faire du 1 sur t. Et pour la composante verticale, vous avez du 1 sur eta carré, ça va faire du 1 sur t carré. Okay. Donc c'est ce qu'on retrouve avec cette estimation. Là, il y a une petite typo. Vous voyez qu'il y a convergence de la composante horizontale à la vitesse 1 sur t, convergence de la fonction de courant ou de la composante verticale à la vitesse 1 sur t carré. Et en fait, on peut être même un petit peu plus précis. Ce qui intervient dans la borne, c'est une certaine norme, H2, de la vorticité. Alors, c'est quoi cette norme? Donc, ou la norme HS, hein, c'est une façon de quantifier la régularité de la fonction. Donc, la norme HS, pour S égale 0, c'est la norme L2. Et pour S plus grand que 0, en Fourier, vous mettez un poids polynomial, 1 plus k carré plus eta carré à la puissance S. Okay, c'est ça la norme HS. Et, je ne sais pas ce que c'est que ces trucs. Donc, si vous revenez à l'espace physique, hein, ces polynômes, ça donne des dérivés. Hein. Donc, une autre façon de penser la norme HS, c'est juste, vous contrôlez les dérivés jusqu'à l'ordre S dans L2. Okay. Donc là, c'est important en fait, hein, vous contrôlez la vitesse dans L2 par la norme de la vorticité dans H2. Vous avez besoin d'un petit peu plus de régularité. Ok, donc si on synthétise, l'amortissement non visqueux, ce phénomène de retour à l'équilibre dans l'équation conservative de l'air, c'est lié à deux mécanismes. Un mécanisme qui est un transfert des basses fréquences vers les hautes fréquences, en oméga. Et puis après, un effet régularisant. Donc concrètement, cet effet régularisant, hein, c'est typiquement un truc de dimension infinie, les normes ne sont pas équivalentes. Quand on va de oméga à U, il y a amortissement, hein, ça amortit les hautes fréquences, et comme tout se déplace vers les hautes fréquences, il y a un amortissement global de la solution. Okay. Et alors de ce point de vue, évidemment, c'est très analogue à ce qu'on appelle l'amortissement Landau en physique des plasmas. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit de décrire un plasma, hein, des électrons, des ions. Là, on se place dans le cadre de l'équation de Vlasov, une équation dont l'inconnu est la distribution des électrons. Okay, donc, mon f de txv, c'est la probabilité pour un électron de se retrouver à l'instant t à la position x à la vitesse v. Okay. Et là, pour simplifier la présentation, je regarde une distribution monodimensionnelle. Donc, mes variables sont 1D. Et comme je veux faire un peu comme ici pour Euler, je vais prendre x dans le tor, v dans r. Et l'équation de Vlasov, c'est ce qui est là. Donc vous avez une équation de transport à nouveau, dtf plus v dxf moins e dvf égale 0. E, c'est le champ électrique. Il provient d'un potentiel, hein, c'est dxv. Et sur le potentiel, vous avez l'équation de Poisson habituelle. Donc dxxv, c'est dxe. Et c'est la différence des densités de charge. Donc là, les ions sont fixés densité 1, et puis l'intégrale en V, ça vous donne la densité de charge des électrons. Okay. Donc ça, c'est l'équation de Vlasov en 1D. Alors, quel est le parallèle avec Euler? Donc avec Euler, on s'intéresse au comportement asymptotique de perturbation du profil de Couette. Okay. Ou plus généralement, perturbation de profil de cisaillement, qui sont des équilibres particuliers. Dans Vlasov, on peut jouer le même jeu avec les fonctions qui dépendent que de V. C'est des équilibres à nouveau, c'est des solutions stationnaires de l'équation de Vlasov, et c'est ce qu'on appelle les équilibres homogènes. Donc à nouveau, on peut se poser la question du comportement asymptotique de perturbation de ces équilibres. Et là où dans Euler, on regardait la vitesse, dans Vlasov, on peut regarder le champ électrique. Okay. Donc c'est le même type de question, et c'est le même type de phénomène. Alors pourquoi c'est le même type de phénomène? Alors, je commence par tricher un petit peu. Vous voyez, dans l'équation de Vlasov, là, j'avais un plus 1. Okay. Je l'enlève, ce plus 1. On oublie que f, c'est une densité de proba. Okay. Si je l'enlève, f égale 0, c'est solution. Okay. Si f égale 0 est solution, je peux étudier sa stabilité. Je peux à nouveau étudier sa stabilité linéaire, hein, comme on avait fait. Donc, j'enlève ce terme qui est non linéaire en f. Et qu'est-ce que je retrouve? La même équation que tout à l'heure. Donc, le linéarisé autour de f égale 0, ça me donne l'équation de transport libre. Bon, j'ai changé la notation, la variable y s'appelle v maintenant. Okay.
Donc il y a le même transfert des basses vers les hautes fréquences. Okay. Ça, c'est le premier mécanisme dans l'amortissement. Et puis, qu'est-ce qui crée l'effet régularisant dans Vlasov? Donc il n'y a pas de passage de oméga à U. Dans Vlasov, l'effet régularisant, quand on regarde le champ électrique, c'est cette intégrale en V, puisque vous avez en fait des oscillations de plus en plus fortes en V. Quand vous allez intégrer, ça décroît. Et donc c'est ce qui se passe dans Vlasov. On a une décroissance du champ électrique. Le champ électrique tend vers 0. Et oui, la moyenne en X est nulle. Donc il n'y a pas de mode K égale 0 comme tout à l'heure qui faisait tendre vers la moyenne en X. Là, la moyenne en X, elle est nulle puisque E est une dérivée. Ah oui, et autre différence avec Euler, là, il n'y a pas de moyenne en X. Et en plus, on peut regarder, on voit que la vitesse de relaxation, elle dépend de la régularité des données. Si par exemple, je pars d'une perturbation analytique, le champ va décroître exponentiellement. Si je pars d'une perturbation à régularité Sobolev, comme on a vu tout à l'heure, le champ va décroître polynomialement. Alors qu'avec Euler, vous avez ces vitesses 1 sur T, 1 sur T carré, et là, ça ne bouge pas si vous mettez des trucs très réguliers. Donc ça, c'est une aide pour l'analyse mathématique de pouvoir avoir une vitesse de décroissance beaucoup plus forte. Bon, et là, j'avais triché, hein, j'avais oublié le plus 1 et j'avais regardé le linéarisé autour de f égale 0. Mais en fait, le résultat reste vrai quand on linéarise autour d'un vrai équilibre. Donc le premier résultat dans ce sens-là, c'était Landau, qui avait montré ça. Donc c'est toujours pour l'équation linéarisée, mais autour d'une maxwellienne, okay, autour d'une gaussienne. Donc il a montré en 1946 qu'il y avait cet effet d'amortissement. Et en fait, ça se généralise à tout un tas d'équilibres homogènes, qui vérifient ce qu'on appelle le critère de Penrose. OK, ça c'est l'amortissement Landau. Donc il y a un vrai parallèle avec l'autre, l'amortissement non visqueux. Mais évidemment, tout ça, tout ce que je vous raconte, c'est pour des analyses linéarisées. Donc, la vraie question, hein, c'est que reste-t-il de cet amortissement quand on regarde la dynamique complète, non linéaire? Ça, c'est une question évidemment très naturelle, difficile. Bon, est-ce que l'amortissement est préservé? Je tue le suspense tout de suite. Oui, dès que les perturbations initiales sont suffisamment petites et suffisamment régulières. Okay. Alors, dans le cadre de l'amortissement Landau, c'est un papier remarquable de Clément Mouot et Cédric Villani en 2010. Et ce que je suis en train de vous présenter, hein, c'est l'analogue pour l'amortissement non visqueux. Donc, c'est un résultat de Jacob Bedrosian et de Nader Masmoudi qui a 1 an environ maintenant. Alors évidemment, il y a une filiation un peu naturelle entre les deux, hein, c'est-à-dire les grandes idées mises en place par Clément Mouot et Cédric Villani, on les retrouve dans le deuxième papier, mais Euler est quand même beaucoup plus dur que Vlasov, et donc il faut mettre en place beaucoup d'autres techniques. Et en fait, ces techniques, in fine, permettent de retrouver l'amortissement Landau de manière plus simple. Donc ça a été fait récemment par Bedrosian, Masmoudi et Mouot. Tout ça pour dire que je vais oublier Landau, même si c'est un peu en toile de fond, et je vais regarder uniquement Euler. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est vous expliquer pourquoi c'est difficile de passer du linéaire au non linéaire. Alors pour ça, je vais d'abord faire un changement de référentiel. Okay. Je vais faire un changement de référentiel. Bon, on a vu tout à l'heure hein, qu'il y avait ce transport, donc que la variable z égale x moins ty semblait jouer un rôle privilégié. Okay, donc je fais ce changement de variable. Histoire de compliquer un peu les choses, je change aussi les notations des fonctions. Donc la fonction de courant psi devient phi, la vorticité oméga devient f en ces nouvelles variables. Hein. Donc je travaille avec t, z, y. Donc que devient mon équation de Couette? Ça devient une équation qui a une bonne structure parce que vous voyez que le terme non linéaire garde la même structure. Ce psi, c'était la fonction de courant. Maintenant, phi est ma nouvelle fonction de courant. Et vous vous êtes débarrassé, puisque vous avez fait ce changement de référentiel, vous vous êtes débarrassé du transport libre. Okay. Alors évidemment, vous le payez un petit peu. Vous le payez dans la relation de Biot et Savart. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait une équation qui était Laplacien psi égale oméga. Cette équation, elle n'est pas préservée par le changement de variable, donc vous avez un Laplacien tordu, dz z phi plus dy moins tdz au carré phi égale f. Okay.
qui relie la fonction de courant et la vorticité. Donc je vais mettre pour mémoire cette équation au tableau. Avec cette espèce d'équation de Poisson qui est transformée. Alors, je crois que ces typos, c'est des problèmes de compilation. Donc, qu'est-ce que me donne cette loi de Biot et Savart transformée? Elle me donne un truc analogue à ce qui précédait, c'est-à-dire que quand on oublie le mode de Fourier non nul, quand on oublie la moyenne en x ou en z, la fonction de courant, elle va être contrôlée par constante sur 1 plus t carré fois la norme de la vorticité, prise à l'instant t. Prise à l'instant t. Donc, bon, là, il y a une norme hs, là, il y a une norme hs plus 2. C'est comme tout à l'heure, il y avait une norme L2 à gauche, une norme H2 à droite. Et bon, dans le cas du transport libre, f de t, c'est f de 0. Mais évidemment, là, je n'ai pas f de t égale f de 0. Donc, je ne peux pas dire que ce truc-là décroît comme 1 sur 1 plus t carré. Donc, tout l'enjeu, ça serait de montrer que ce truc-là est borné. Bon, alors, cette relation, elle vous donne une idée pour essayer de montrer que c'est borné. Pourquoi? Parce que regardez au tableau, là. J'ai un terme quadratique. Okay, j'ai du psi fois f. Psi, je regarde ce truc-là, c'est comme 1 sur t carré, ou 1 sur 1 plus t carré, fois f. Donc, la dynamique, j'ai envie de dire qu'elle ressemble à df sur dt égale f carré sur 1 plus t carré. J'ai dit que c'était une idée, hein, pas forcément une bonne idée. Donc, cette EDO, vous pouvez la résoudre. Hein, la primitive de 1 sur 1 plus t carré, c'est arctangente. Et vous voyez quoi sur la formule? Vous voyez que si on part d'une donnée initiale, donc d'une perturbation initiale assez petite, on va garder, enfin ça va être bien défini pour tout temps, et on va garder un contrôle. Okay. Donc si je transcris ça à Euler, ça veut dire que si je pars d'une perturbation assez petite, alors je vais rester, la vorticité va rester petite pour tout temps, et ensuite je pourrai utiliser ma loi de Biot et Savart, et ça décroîtra comme 1 sur 1 plus t carré. Hein, la fonction de courant, puis la vitesse, on aura une décroissance de la vitesse en 1 sur 1 plus t carré. Vous allez changer le câble. OK, allez-y. C'est bien parce que je n'avais pas prévu assez en fait, donc ces coupures m'arrangent. Ok, donc vous voyez le raisonnement, hein, c'est par analogie avec cette EDO. Okay, donc ça, c'est une idée, mais en fait, elle se révèle trop naïve. Okay. Alors pourquoi elle est naïve, cette idée? Alors c'est que d'une part, vous voyez, je l'ai noté P différent de 0, c'était un projecteur sur les modes de Fourier non nuls. Okay, donc j'ai oublié là la moyenne en z. Donc quand j'ai mis un 1 sur 1 plus t carré, là une décroissance, j'ai oublié qu'il y a quand même dans ce gradient orthogonal de phi, j'ai quand même un truc qui ne décroît pas, que j'ai oublié. Premier problème. Deuxième problème. C'est la comparaison avec l'EDO. Hein. Quand on fait ce jeu de comparer une EDP avec une EDO, on a en tête le fait qu'à un moment, on va faire des estimations et on va avoir une espèce d'inégalité différentielle qui va ressembler à l'EDO. Okay. Donc, ça marcherait, ce raisonnement, si on arrivait, bon, en oubliant le problème de la moyenne en z, si on arrivait à une inégalité du style d sur dt de norme de f plus petit que constante sur 1 plus t carré, norme de f au carré. Okay. Le problème, c'est que c'est dur d'avoir ça, parce que quand on regarde les normes, vous vous souvenez que dans ma loi de Biot et Savart, il y avait une perte de régularité. Hein, j'avais du hs à gauche, du hs plus 2. Donc je ne peux pas jouer sur la même norme, je ne peux pas avoir la même norme à gauche et à droite, si je fonctionne avec ces normes-là. Hein, il y a une perte de régularité. Et cette perte de régularité,
on la comprend si on revient à l'équation de transport libre du début. Hein, on voit bien ce qui se passe. Donc, dans ce cas-là, hein, donc là je suis avec mes nouvelles variables. La loi de Biot et Savart, elle s'écrit comme ça. J'ai la donnée initiale qui apparaît parce que c'est le transport libre. Là, je sais tout exprimer. Et en fait, ce qui se passe, la perte de régularité, elle vient d'où? Elle vient du fait que si le produit des fréquences eta k est positif, le mode k eta, vous voyez, en t égale 0, ça va faire du 1 sur eta carré. J'oublie ce terme-là, je le normalise à 1. Et en t égale eta sur k, ce terme-là disparaît et je me retrouve avec du 1 sur k carré. Donc en fait, l'amplification, c'est comme eta carré sur k carré, entre t égale 0 et le temps qu'on va appeler résonant, qui est t égale eta sur k. Okay. Et évidemment, si on est dans un régime de haute fréquence en y, donc des états grands, grand devant k, bah vous êtes en train de perdre un état carré, ça veut dire perdre deux dérivés quand vous revenez dans l'espace physique. Okay, c'est ça, la perte de régularité. Donc vous avez cette amplification énorme qui est transitoire, parce qu'après, à la fin, ça décroît comme 1 sur 1 plus t carré. Okay. Ce qui fait que quand vous écrivez votre loi Biot et Savart avec un contrôle uniforme, vous perdez. Et évidemment, un des gros problèmes, c'est comprendre ce phénomène de croissance transitoire, cette perte de régularité, comment elle peut jouer sur le problème non linéaire. Comment elle peut jouer sur le problème non linéaire. Et alors c'est ça que je vais essayer de vous expliquer là dans le transparent qui suit. Mais pour ça, évidemment, j'ai besoin d'un modèle simplifié. Donc je ne vais pas regarder Euler, hein, je ne vais pas regarder cette équation. Je triche. Donc déjà, j'oublie la moyenne en z, hein, ça je verrai plus tard. Et puis vous avez un produit scalaire, donc c'est la somme de deux termes. J'en garde qu'un des deux. Okay. Bon. Et après, je le semi-linéarise, c'est-à-dire que le dzf ici, je vais le transformer en un dz freg, où freg, c'est une fonction très régulière fixée. Okay, donc je suis en train de simplifier mon modèle, d'arriver à une équation linéaire que je peux écrire en Fourier. Donc quand je fais ces simplifications-là, j'écris le truc en Fourier. Donc vous voyez, le produit devient une convolution. Il y a une intégrale là que j'ai perdue en route en xi. Donc il y a une convolution hein, qui correspond au produit. Le 1 sur L carré plus xi moins LT carré, c'est la loi de Biot et Savart, c'est l'inverse du Laplacien. Puis vous avez les dérivés qui apparaissent dans ce produit scalaire qui sont au numérateur. Okay, bon, vous avez une équation. Je continue à simplifier pour comprendre ce qui se passe. Là maintenant j'ai une équation linéaire. Je me dis que ma fonction fixée, là, freg, est très régulière. Donc en Fourier, le support est à nouveau très localisé. Je remplace par une masse de Dirac. Okay. Je remplace ma transformée de Fourier par une masse de Dirac. Je prends donc k moins L égale moins 1, eta moins xi égale 0. Bon. Et à la fin, j'arrive à un problème encore un petit peu plus simplifié. Okay. Et là, on commence à comprendre ce qui peut se passer. C'est ça qu'on appelle une cascade d'amplification, ou alors les échos dans le problème de Vlasov. C'est que, vous voyez, vous partez d'un mode de Fourier K0 très grand. Le mode K0 plus 1, il va résonner contre ce terme-là, en particulier au temps où ce truc-là s'annule, donc T égale eta sur K0 plus 1. Donc à ce moment-là, il y a une grosse puissance en eta qui intervient au numérateur, qui n'est pas contrôlée par le dénominateur, donc vous avez une grosse croissance, un gros forçage dans le membre de droite. Okay. Donc le mode K0 plus 1 force le mode K0. Évidemment, cette relation elle est vraie pour tout K. Donc finalement, le mode K0 lui-même, il va forcer le mode K0 moins 1 à un temps ultérieur qui va être eta sur K0. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez une cascade possible comme ça d'amplification. Et ça, c'est très mauvais du point de vue de la régularité. Vous perdez des dérivés à chaque étape. Potentiellement, parce que évidemment, j'ai simplifié le modèle. Donc à la louche, hein, donc vous voyez, hein, ça c'est un mécanisme. On avait l'effet d'amortissement qui était un mécanisme transfert des basses fréquences vers les hautes fréquences. Là, j'ai un espèce de truc inverse où je pars de hautes fréquences et puis ça cascade en amplifiant jusqu'aux basses fréquences. Okay. Donc à la fin, à la plus basse fréquence en x, k égale 1, à la fréquence eta et au temps t égale eta, l'amplification subie, là il faut me croire un petit peu,
c'est un produit, c'est le produit pour k allant de 2 à partie entière de racine de eta, c'est-à-dire je m'arrête quand ce truc-là vaut 1, des eta sur k carré. Ces termes en eta sur k carré, c'est les termes qui proviennent du forçage, okay, à chaque temps résonant. Donc vous avez un produit comme ça de facteurs d'amplification. Et ce produit, quand votre fréquence eta est grande, vous voyez, vous avez des factoriels qui apparaissent, vous faites la formule de Stirling, et puis vous vous rendez compte qu'il y a un facteur exponentiel racine de eta. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est une très grosse perte de régularité. C'est-à-dire vous aviez votre fréquence en Fourier, f chapeau de eta, et à un moment, à cause de ce phénomène de cascade d'amplification, il peut y avoir un exponentiel racine de eta en facteur. Donc pensez à une donnée Sobolev, dont les coefficients de Fourier décroissent polynomialement en eta. Exponentielle racine de eta, ça fait quitter le monde Sobolev. Pour avoir un contrôle à tout temps, ça suggère de partir de données dont les coefficients de Fourier vont décroître plus vite que exponentielle moins racine de eta. Donc typiquement, on va chercher à avoir pour essayer de préserver une régularité, si ce mécanisme est vraiment effectif dans l'équation, on est obligé de partir de données dont les coefficients décroissent en Fourier, typiquement comme exponentielle moins lambda, eta plus k à la puissance s, avec un s qui va être plus grand que 1,5 pour compenser l'éventuelle croissance. Il faut des trucs très très décroissants en Fourier, donc très réguliers. Alors c'est quoi cette régularité? Donc vous savez que quand les coefficients de Fourier décroissent exponentiellement, c'est une fonction analytique. Donc là, quand vous mettez un exposant fractionnaire, c'est des espaces qu'on appelle Gevrey. Okay. Donc vous remplacez le poids polynomial des espaces de Sobolev de tout à l'heure par un poids exponentiel fractionnaire. Okay. Donc là, il faut, d'après ce raisonnement formel, partir de données qui ont cette régularité. Okay. Donc là, j'espère que vous comprenez la difficulté qu'il peut y avoir dans cette possible perte de régularité, dans cette possible cascade d'amplification. Donc ça, c'est un gros apport de Mouot et Villani, parce que c'est ce phénomène, il a d'abord été repéré sur Vlasov, c'est ça qu'on appelle les échos. Donc à la fin, on voit les difficultés, mais on voit aussi un énoncé qui pourrait être plausible. Cet énoncé, il est plus que plausible en fait. Donc c'est le théorème de Bedrosian et Masmoudi, qui pourrait être précisé, mais je vous en donne une version light. Donc si la perturbation initiale, oméga 0, est assez petite dans un espace de Gevrey avec l'exposant qu'il faut, c'est ça qu'on avait dit tout à l'heure, et si cette perturbation initiale décroît assez vite quand y tend vers plus et moins l'infini, ça c'est technique, alors le champ de vitesse, couette plus perturbation, relaxe bien vers un profil de cisaillement. Donc on a l'amortissement non visqueux en non linéaire. Et plus précisément, il y a une convergence forte dans L2 vers un truc de la forme Y plus une petite perturbation, grand U. Et là, donc, je vous donne un énoncé allégé, mais on peut aussi préciser les vitesses de relaxation, comme dans le cas linéaire. C'est exactement les mêmes que dans le cas linéaire. Donc, 1 sur t pour la vitesse horizontale, 1 sur t carré pour la vitesse verticale. Sauf que la différence avec le cas linéaire, c'est que cette correction à la limite, quand on retourne à l'équilibre, il y a une petite correction, on ne retourne pas vers couette, c'est décalé. Cette correction, dans le cas linéaire, elle était exprimée avec la donnée initiale. Là, ça dépend de toute l'histoire de l'écoulement. Okay. Donc, ce n'est pas très explicite. C'est explicite en un sens, mais pas trop. Bon, ce qu'on fait en t égale plus l'infini, on pourrait le faire en t égale moins l'infini, puisque le système de l'air est réversible. Sauf que, donc, à la limite, en t égale moins l'infini, on a un autre profil qui est a priori différent. C'est des orbites hétéroclines. OK. Alors, quelques idées de preuve. Donc, il y a essentiellement 3 ingrédients à la preuve dans le théorème de Bedrosian et Masmoudi. Premier ingrédient, c'est le changement de variable. Alors, tout à l'heure, j'avais pris z égale x moins yt. Okay. Sauf que, en fait, ce n'est pas le bon changement de variable. Pourquoi? Parce que ce changement de variable, il est fait pour gérer le y dx oméga. Sauf que, asymptotiquement, mon champ de vitesse, vous vous souvenez, il y a la moyenne en x ici qui va converger vers ce que j'ai noté grand U. En fait, le champ asymptotique, ce n'est pas y0, c'est y plus grand U0. C'est celui-là qu'on doit filtrer pour pouvoir, par exemple, se ramener à une équation
comme l'EDO. Il faut filtrer la moyenne en x, donc il ne faut pas faire le changement de variable z égale x moins yt. Il faut faire celui-là, avec grand U, la limite asymptotique. Sauf qu'on ne la connaît pas, la limite, on n'est même pas sûr que ça converge. Okay, donc à ce stade, cette quantité, elle est inconnue. Donc la solution qu'ont trouvée Bedrosian et Masmoudi, ça consiste à faire le changement suivant, z égale x moins tv, où v, c'est y plus une moyenne temporelle de la moyenne en x de la partie horizontale de la vitesse. Quelque chose dont on espère asymptotiquement que ça va tendre vers grand U. Mais quelque chose qui est connu. Enfin, sauf que c'est connu, mais c'est la solution elle-même. Donc ça crée énormément de difficultés du point de vue de l'analyse. Quand vous allez essayer de montrer que la vorticité est bornée, c'est ça qu'on essaye de faire, pour ensuite appliquer Biot et Savart et avoir la décroissance, ça crée au niveau de l'analyse, du contrôle des normes, etc., énormément de difficultés, ce changement de variable. Mais c'est ça qu'il faut faire. Alors après, deuxième ingrédient, c'est la construction d'une bonne norme. C'est-à-dire, on ne perd pas de vue l'idée de se ramener à l'équadif que j'avais écrite. Mais, comme on l'avait dit, il y a un problème de norme, c'est-à-dire un problème de perte de régularité. Donc on passait de HS à HS plus 2, et en fait on avait vu qu'avec la cascade d'amplification, on pouvait avoir même un facteur exponentiel racine de eta qui vient se placer devant les modes de Fourier. Donc concrètement, même si on part d'une donnée gevrée, avec un taux de décroissance en lambda, à cause de du possible facteur d'amplification, on ne va pas rester à ce G lambda S. On va avoir du G lambda prime S pour un lambda prime arbitrairement proche, mais quand même plus petit. Vous devez absorber le facteur d'amplification. Donc même si on se place en gevrey, il y a toujours le même problème de perte légère de régularité. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une perte comme ça légère de régularité? Il y a au moins deux stratégies. Première stratégie, c'est on ne se fixe pas un espace, on considère toute la famille. Et typiquement, mais c'est une gageure, il faut montrer une inégalité différentielle où on va avoir une légère perte, donc lambda à droite, lambda moins delta à gauche. Alors évidemment, ça va exploser, il y a une constante C delta qui explose quand delta tend vers 0, mais l'idée, c'est d'arriver à montrer ça avec un C delta contrôle et qui ne diverge pas trop vite. Ça, c'est... Si vous arrivez à faire ça, il y a un espoir ensuite de combiner ce genre d'estimation avec des schémas de Newton pour obtenir des contrôles uniformes. Okay, donc ça, c'est exactement l'esprit de la preuve du théorème CAM. Et c'est cet esprit-là qu'avaient suivi Mouot et Villani dans leur preuve de l'amortissement Landau. Après, une alternative, c'est considérer une norme qui dépend du temps. Donc, au lieu de regarder la norme de f de t dans G lambda s, je regarde la norme de f de t dans G lambda de t s, et mon taux de décroissance lambda, je le change au cours du temps. Je le fais légèrement baisser pour prendre en compte la perte de régularité. Ça, c'est une autre stratégie. Et par exemple, on peut remontrer en fait l'amortissement Landau avec ce genre de norme. Sauf que pour Euler, ça, c'est insuffisant comme type de norme, parce que, vous l'avez vu, j'avais des cascades d'amplification à des temps résonants qui étaient en état sur K, K-1, K-2. Donc, ça dépendait énormément de la fréquence état. Donc, il faut trouver une norme beaucoup plus fine qui dépend de état. Et c'est ce que font Bedrosian et Masmoudi. Ils arrivent à construire une bonne norme où ils font intervenir en fait une solution d'un toy modèle, d'un modèle simplifié, un peu comme ce que je vous ai fait dans la démarche formelle. Okay, donc, il faut vraiment une norme très fine qui épouse complètement le problème. On ne peut pas prendre une norme standard, disons. Ça, c'est presque une dernière chose. Et dernier ingrédient que je ne vais pas beaucoup commenter, c'est le calcul paradifférentiel. Alors concrètement, dans tous les raisonnements formels que je vous avais faits, il y avait à un moment une phase de linéarisation. J'avais remplacé f par f reg. Et en fait, dans le papier de Mouot et Villani ou dans le papier de Bedrosian et Masmoudi, il y a cette idée de linéarisation. On aimerait linéariser, sauf que c'est non linéaire. Donc comment on fait? Alors, dans l'approche style CAM de Mouot et Villani, il y a un schéma de Newton, donc ça c'est un schéma linéarisé. Okay, donc la linéarisation, elle intervient naturellement dans cette approche. Mais dans le papier de Bedrosian et Masmoudi, il y a une approche un peu plus directe sur le système non linéaire. Donc ce qui remplace la linéarisation, c'est justement le calcul paradifférentiel.
j'ai honte, je vais le faire très vite. Donc, quand on a un terme non linéaire, par exemple un produit, hein, c'est un découpage en fréquence un peu subtil, même pas tant que ça, mais très malin, qui fait que c'est l'équivalent d'une linéarisation. Okay, c'est le découpage en fréquence adéquat d'un produit. Ok, dans la minute qui ne me reste pas. Vu les interruptions, vous m'accordez une minute? Ok, super. Donc, je voudrais juste évoquer 2-3 problèmes ouverts hein, à la suite de ces travaux. Alors, premier problème ouvert, c'est l'influence des conditions aux limites. Parce que vous vous souvenez, j'avais supposé que X était dans le tor et Y dans R. Alors, est-ce que ça joue beaucoup, ça? Probablement que oui. Par exemple, l'hypothèse de confinement, quand on regarde la preuve, elle a l'air cruciale puisqu'il y a des temps résonants état sur K, K-1, K-2. Donc ces temps sont discrets parce qu'on a pris des cas entiers. Okay. Adapter ça à un cas continu, une variable continue, c'est loin d'être évident. Et en fait, on s'attend à des phénomènes différents. Quand on prend X dans R, par exemple, dans le cadre de l'amortissement Landau, il y a des travaux de Glacé et Schaeffer qui montrent qu'il y a un amortissement, mais pour des raisons différentes, avec des taux différents. Okay. Pour Euler, donc c'est un truc qui reste à faire, à ma connaissance. Ensuite, là, on a regardé un écoulement très précis qui était le profil de Couette, linéaire en Y. Naturellement, on a envie d'élargir ça à des profils de cisaillement un peu plus généraux, grand U de Y0. Et au niveau linéaire, on sait que c'est vrai essentiellement pour n'importe quel profil grand U monotone. Okay. Évidemment, au niveau non linéaire, on ne sait pas faire. Hein. Vous avez vu que enfin, le fait que ce soit vraiment Y joue un rôle dans l'analyse. Et enfin, ah oui, non. Bon, si, je vais m'arrêter là. Donc, dernier problème qui est ouvert par ce travail, c'est la régularité des données qu'il faut pour avoir l'amortissement. On sait, en fait, il y avait un travail préliminaire de Lin et Zeng, qu'une certaine régularité est nécessaire pour avoir l'amortissement. C'est-à-dire que, typiquement, si on part d'une perturbation qui a une régularité trop faible, HS, S plus petit que 3,5, il y a toujours stabilité, mais il n'y a pas amortissement. Donc, le seuil de régularité joue un rôle. Ceci dit, il y a quand même un énorme gap entre HS, S plus petit que 3,5 et je vrai, qui est le résultat de Bedrosian et Masmoudi. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux que je vrai? C'est lié au fait que la cascade d'amplification, il faut savoir si cette cascade d'amplification que j'ai décrite, qui est potentielle, elle est effective. Okay. Bon, et là, je n'ai pas le temps de commenter, j'ai dépassé mon temps, mais plus généralement, l'étude des mécanismes d'amplification dans ce genre de problème de stabilité hydrodynamique, c'est un truc qui intéresse beaucoup les physiciens et qui reste très ouvert. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'on a un espoir d'avoir des résultats de type de métastabilité pour les équilibres quand on rajoute de la dissipation comme dans Navier-Stokes, par exemple? Alors, la réponse est oui. Donc, c'est effectivement... Donc la question d'après, c'est est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'analogue pour Navier-Stokes avec une petite viscosité, ce qui est le cas réaliste, ou en tout cas le premier cas qu'on a envie de regarder. Attendez, je reviens à l'équation de Navier-Stokes, elle est là. Donc ça a été traité par un article qui a, je sais pas, peut-être un mois, par justement Bedrosian, Masmoudi et Vlad Vikol. Donc ils ont montré en fait que pour nu suffisamment petit, toujours pour des données initiales Gevrey, il y a un amortissement Landau sur des temps grands qui dépendent de nu, suivi d'une phase de diffusion. Mais est-ce que ces temps grands correspondent à des choses observées ou imaginées par des mécaniciens ou des physiciens? C'est-à-dire que sur l'échelle de temps, en fait, pendant lequel on garde cet équilibre avant de le dissiper complètement? Alors, d'un point de vue expérimental, alors, tu veux dire? Oui, ou peut-être des théoriciens. Bon, dans des simulations numériques, on le voit apparaître. Après,
moi, le premier exemple que j'avais en tête, c'est la stabilité dans des canaux. Les vieux problèmes, au départ, j'évoquais des travaux de Rayleigh, où il y a Kelvin, etc. Stabilité de l'écoulement couette dans un canal, ce n'est pas du tout stable, en fait. On sait en pratique que c'est instable, mais c'est une configuration tridimensionnelle, quand même. On autorise dans des expériences les perturbations à être tridimensionnelles. Ça peut jouer un rôle. Donc, il y a des cadres où cette analyse n'est pas observée. Où l'hypothèse de bidimensionnalité en fait n'est pas forcément vérifiée. Oui, puis on peut aussi imaginer que la viscosité puisse déstabiliser la situation au niveau des parois. Alors, quand je disais qu'il fallait regarder ce qui se passait quand X est dans R, il y a aussi un cas intéressant, c'est quand Y, au lieu d'être dans R, est entre -1 et 1, si on a un vrai écoulement entre deux plaques. Et là aussi, il y a des choses pas claires. Non, donc il y a quand même... c'est pour ça que dans les motivations, je parlais plutôt ce genre de phénomène d'amortissement, on le voit apparaître dans des articles de physique qui parlent de turbulences bidimensionnelles, structures de grande échelle, etc. On ne le voit pas apparaître dans tout ce qui est écoulement dans des canaux. D'autres questions? Sinon, on remercie à nouveau l'orateur.